Bonjour et bienvenue sur ce nouveau numéro de Vox Live. Cette fois, pas question de décrypter les grands enjeux qui façonnent notre continent. Ce soir, on vous propose de revenir sur les temps forts de cette année. La tentative de coup d'État au Bénin, la fin des accords militaires entre le Tchad et la France, l'arrestation de Kémy Séba ou encore l'absence prolongée du président Paul Biya au Cameroun. Pour ce 4e best-of, revenons sur ces émissions fortes, les émissions que vous avez appréciées, et notamment celles qui ont mis l'accent sur la relation dégradée entre le continent et la France. Regardez. Peu importe le prix, et quand je parle de prix en termes de peine encourue, en termes de représailles judiciaires, peu importe le prix. Je crois que lorsqu'on est dans la sphère de Kémy Séba, les peines de prison ne parlent plus beaucoup aux gens. Parce que s'il avait peur de la prison, je ne crois pas qu'il serait en train de faire ce qu'il fait. Donc il est dans le dépassement de soi, il est dans le don de soi pour la cause. Parce que là, en fait, lorsqu'il se déplace, il sait qu'il peut tuer, en fait. Donc il le sait et il assume. Donc lorsqu'on est dans des combats, à un moment donné, je prends par exemple le cas de Lumumba ou bien de Thomas Sankara. Il savait que lorsqu'il sortait de la salle, on devait le tuer, mais il y allait. Donc Kémy Séba aujourd'hui n'est plus la personne qui se restreint à soi, à son intérêt personnel. Donc je pense qu'il le savait et il assume en fait tous les risques qui vont avec. Maintenant, j'ai envie de dire que Kémy Séba s'inscrit dans un contexte parce que un des motifs qui a été retenu contre lui, c'était qu'il porte atteinte aux intérêts stratégiques de la France. Donc c'est où maintenant on revient dans le contexte. Parce que lorsqu'on arrête quelqu'un, les gens vont se poser la question pourquoi on l'arrête. Et c'est d'où maintenant sa cause sera beaucoup plus retentissante. Parce que lorsqu'on dit quelqu'un qui défend l'Afrique porte atteinte aux intérêts stratégiques de la France. Du coup, ça sous-entend en fait qu'il y a des intérêts stratégiques de la France. Donc on n'est plus dans cette relation de la France qui est de l'Afrique, qui vient au chevet de l'Afrique, comme le président Macron l'a dit, être au chevet de l'Afrique, dans cette Afrique, petite Afrique souffreteuse qui peine à vivre. Donc on se rend compte aujourd'hui qu'on est passé d'un cap où la France revendiquait d'être le sauveteur de l'Afrique à une Afrique qui est plutôt d'intérêt stratégique pour la France. Donc je pense qu'il y a ce petit cap-là qui est passé sur les éléments de langage qu'il faut retenir. Donc pour moi, ce n'était pas une erreur de stratégie pour Kémy Séba. Je crois qu'il savait que ça peut arriver et il savait également qu'il devait être relâché parce que vu justement les conventions dont il a mentionné tout à l'heure, il était relâché, je pense, ce matin. Oui, donc le fait qu'il était relâché, ça fait qu'il savait en fait qu'il encourait des risques, mais il savait aussi que c'était des risques limités. Alors moi personnellement, je serais beaucoup plus controversé sur le personnage de Kémy Séba. Je pense effectivement que lorsqu'il y a une révolution panafricaine, ou bien peu importe la révolution, il faut des visages comme celui de Kémy Séba. Pourquoi ? Parce qu'il dérange. Il en faut. Mais il faut qu'en même temps qu'il y ait ce personnage de Kémy Séba, il y ait réellement aussi un mouvement qui porte derrière et qui le porte. Lorsque je parle d'un mouvement qui le porte, bien sûr, il a son propre mouvement, mais c'est une révolution, c'est une synergie. C'est un ensemble de composantes qui composent cette révolution et qui fait en sorte que cette révolution aboutisse. Tandis que parfois, Kémy Séba, on a l'impression qu'il est, moi en tout cas de mon point de vue, et aussi que lorsque je regarde je me documente sur Twitter pour regarder un peu ce que les internautes disent sur la personne de Kémy Séba, on se rend compte que parfois c'est un peu à deux vitesses. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui l'adoubent et qui sont vraiment derrière lui et qui le soutiennent. Et il y en a aussi d'autres qui sont un peu plus controversés et qui se disent que bon, c'est peut-être quelqu'un qui est à la solde de grandes puissances, comme ça a été évoqué. Et qui le finance. Donc on pense au Wagner Leaks qu'il y a eu l'année dernière, etc. Oui, toutes ces puissances-là qui le soutiennent. Et donc, en fait, ça fait un personnage assez controversé. Les gens se posent la question, est-ce que sa cause est vraiment, au final, toujours celle qu'elle était au début, ou est-ce qu'elle commence à avoir des nuances parce qu'il commence à rentrer, il y a une sphère économique qui se détache autour de la personne, il faut le dire. Il a des soutiens économiques aussi. Donc, en fait, il y a tout ce questionnement autour du personnage qu'il faut aussi remettre en contexte. Mais ça n'enlève en rien son courage et sa détermination. Ouais. C'est là que je vous voyais réagir. Non, justement, c'est-à-dire que ce que je voulais dire, c'est que Kémy Séba, effectivement, on peut ne pas apprécier Kémy Séba, être d'accord sur ce qu'il dit, mais je pense qu'aujourd'hui, le combat qu'il mène, c'est un combat qui mérite d'être encouragé. Parce qu'en fait, c'est quoi ? C'est-à-dire qu'en tant qu'Africains, nous devons comprendre qu'il y a des combats qui doivent transcender nos différences et nos divergences d'opinion. Et je pense que le combat qu'il est en train de mener, lui, c'est un combat
qui met l'accent sur la reconquête de la souveraineté africaine. Vous voyez? Donc, dans ce sens-là, on peut dire que finalement, je vais aller dans le sens de Frédéric, est-ce que finalement, en étant financé par des grandes puissances comme la Russie, disons-le, est-ce qu'il ne devient pas l'instrument de puissances étrangères à des fins... on sait que notamment, quand il y a eu les documents de Wagner Leaks qui ont été révélés, on apprend qu'il a été financé pour organiser des campagnes d'influence. Est-ce que finalement, il ne devient pas l'instrument de son propre combat? Pour répondre à votre question, je vais m'en tenir à ses propres propos à lui, Kémy Séba. Il le dit tout le temps, il martèle dessus lorsqu'il fait des sorties médiatiques. Il a même dit que lui, il n'est pas un pro-russe ni un pro-français, mais lui est un pro-africain. Et je me rappelle même lorsqu'il y a eu un peu de désordre au niveau du Sahel, je crois que c'était au niveau du Burkina Faso, où le drapeau de la France avait été déchiré et que les Burkinabés étaient en train de brandir les drapeaux russes. Il avait même refusé. En fait, il avait fait une sortie médiatique. Je me rappelle très bien, il a dit, lui fait partie de ceux qui pensent qu'il n'y a que les Africains qui peuvent libérer l'Afrique. Donc lui n'est pas pour qu'on remplace le drapeau français à un drapeau russe. Donc ça, je pense que sur cet aspect-là, il est très clair. Il a été financé effectivement par Wagner. Ça, nous le savons tous, mais je pense que lui, dans sa position, c'est quelqu'un d'abord qui voudrait reconquérir un peu la souveraineté de l'Afrique. Dans ce sens-là, je pense que c'est un combat qui devrait impliquer tous les efforts de toutes les filles et fils de l'Afrique et même ceux de la diaspora. Et donc, je me dis qu'aujourd'hui, peu importe la personne, mais du moins le courage, l'audace, l'ardiesse dont il est en train de faire preuve, il mérite d'être soutenu. Parce qu'aujourd'hui, vous allez remarquer qu'il avait été arrêté effectivement parce qu'il possède le passeport diplomatique du Niger. Mais s'il avait par exemple le passeport diplomatique de la Côte d'Ivoire ou encore du Rwanda, je ne pense pas qu'on allait l'arrêter. Ça, il faut qu'on soit clair. Et c'est là qu'on comprend très bien qu'il y a cette espèce de deux poids, deux mesures. Et je pense que son arrestation est arrimée à la politique. Et je pense qu'avec le temps, on aurait un peu quelques arguments à évoquer pour aller un peu dans ce sens-là. La France est une puissance colonisatrice. Donc, l'arrestation de ce genre est une vieille tradition pour la France. Vous allez vous souvenir, c'est qu'il y a quelques mois, je crois que c'était au mois d'août ou encore début septembre, il y a le propriétaire, le fondateur de la plateforme Telegram, le russe, qu'on appelle Pavel Durov. Il avait été arrêté ici à l'aéroport de Bourget. Comme quoi, on lui a taxé d'éléments qu'il n'a même pas reconnus et tout, parce qu'on suppose que Telegram, c'est une plateforme aujourd'hui qui a plus de popularité en Afrique, vous imaginez, et même au niveau de la Russie. Donc les chaînes occidentales, en fait, ne sont plus les bienvenues. Donc ça concurrence un peu les chaînes occidentales. Donc en fait, c'est quoi? C'est une vieille méthode que la France, mais il n'y a pas que la France, les Occidentaux le font. Lorsque vous commencez à être gênant, vous essayez un peu de vous opposer à leurs intérêts, bien écoutez, ils peuvent vous créer des griefs pour essayer un peu de vous diaboliser, vous discriminer, tout ça, machin, tout. Donc je pense que Kémy Séba a été victime de ça, de cette pratique ancienne, mais c'est quelqu'un effectivement qui lutte pour la liberté de l'Afrique, mais aussi l'autodétermination des peuples noirs. Et c'est un combat à saluer, parce que voyez-vous que, madame, vous allez vous rappeler, en fait, tout homme qui cherche la vérité la trouve. Et quiconque trouve la vérité aura besoin de la pratiquer. Une fois que vous êtes en train de pratiquer la vérité, vous aurez besoin de partager cette vérité-là avec vos proches et ceux qui sont autour de vous. Et Kémy Séba est allé à la recherche de la vérité de l'Afrique. Pourquoi l'Afrique est dans le sous-développement? Pourquoi l'Afrique est dominée? Pourquoi l'Afrique, depuis les années 60, utilise encore le franc CFA? Et donc, c'est ce combat farouche qu'il est en train de mener. Et forcément, il peut pas être bien vu auprès de ceux qui nous colonisent. Rénica Chilfonnier. Oui, en fait, j'allais dire justement, comme il a dit, c'est que c'est une vieille tradition de la France. Bien On sûr. Se souvient de Toussaint Louverture qui avait été invité cordialement. Donc, lui, le révolutionnaire haïtien, venait à Paris pour une invitation cordiale. Et à Paris, il a été embastillé jusqu'à ce qu'il décède. Donc, cette arrestation, en fait, c'est le symbole d'une France qui refuse de tourner une page de l'histoire, celle de l'histoire coloniale. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle en termes de motifs d'atteinte aux intérêts stratégiques de la France, ça veut dire en fait que cette stratégie est toujours basée sur la prédation. Or, le président Macron lui-même a dit plusieurs fois qu'il est temps que la France réinvente ses relations avec l'Afrique. Donc, qu'on ne soit plus dans cette relation de prédation, mais dans une relation de partenariat. Et je pense qu'au fond, c'est ce que Kémy Séba veut. En fait, le panafricanisme, c'est au fond cette chose-là. C'est-à-dire que nos anciens prédateurs d'hier doivent se réinventer et venir vers l'Afrique avec des relations gagnant-gagnant. Donc, en fait, ce qui me choque, c'est que la France, en le faisant, refuse de passer ce cap-là. Elle refuse de considérer l'Afrique comme des partenaires économiques et stratégiques et politiques d'égalité,
mais comme cette cave où il doit aller tout le temps se servir. Donc je crois que c'est le symbole ça, et ça en dit long en fait sur le manque de volonté de la France de faire son toilettage sur sa relation à l'Afrique, sur sa stratégie elle-même de développement, puisque tant que tu bases ta prospérité sur la pauvreté de l'autre, soit sur qu'à un moment donné, il y aura un halt en fait. Et c'est ce qui arrive avec l'AES, ce qui arrive dans l'AES, c'est-à-dire les pays qui ont dit ok, assez c'est assez, on a assez payé pour vous, donc à un moment donné, il faudrait que nous on défende nos intérêts, et ça fait mal. Donc il faudrait justement que la France se serve de profite en fait des mutations qui arrivent pour se donner un nouveau modèle économique qui ne soit pas basé sur cette prédation-là. Et l'avocat de Kémy Séba, Juan Branco, va dans votre sens. Pour lui, cette arrestation, c'est une réponse, c'est une représaille à son engagement contre le néocolonialisme et contre les abus que les régimes france-africains ont produits, notamment en Afrique de l'Ouest. Tout à fait. C'est une théorie que vous défendez. Oui, tout à fait. Effectivement, comme j'ai dit, on peut dire tout ce qu'on veut sur Kémy Séba, mais je pense qu'on est tous ici unanimes quand même que son combat est un combat contre l'affranchissement néocolonial, contre les exactions commises sur notre continent. Et la vision qu'il essaie de porter, le mouvement qu'il essaie de porter autour de son combat, c'est cette vérité universelle qui est que l'Afrique aujourd'hui doit retrouver sa souveraineté. Et on se rend compte que les pays qui le soutiennent aujourd'hui, ce sont des pays qui sont plus ou moins affranchis. Je sais que le gouvernement français ne reconnaît pas la junte du Niger aujourd'hui, mais malgré cela, quand même, ça veut dire qu'il y a une sorte de rapport de force qui est en train de s'inverser devant nous. Et je pense qu'on est en train de vivre une époque formidable aujourd'hui, parce qu'on se rend compte que même les juntes qui n'auraient jamais été reconnues il y a encore 10 ans, 10-15 ans, aujourd'hui, elles ont un poids assez suffisant pour pouvoir faire en sorte que la France les reconnaisse comme un État en réalité. Et donc, je pense que Kémy Séba est dans la bonne vague, c'est-à-dire qu'il va surfer sur ça, sur le fait qu'il y ait des États qui soient dissidents des rapports néocoloniaux que nous pouvons avoir entre l'Afrique de l'Ouest et centrale et la France. Et je pense qu'à partir de là, il pourra plus facilement mener son combat. Bien sûr, toujours avec des nuances, dans le sens où, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, on doit être il doit réinventer en fait sa manière de combattre la France en mettant en place des peut-être des projets, parce qu'aujourd'hui il a l'envergure pour faire cela. Il peut mettre en place des projets économiques, il peut mettre en place des projets sociaux, culturels, pour pouvoir réellement donner une identité, parce qu'il peut faire partie des personnes qui donnent clairement une identité à la sous-région, c'est-à-dire une impulsion, comme vous avez évoqué son combat contre le franc CFA. Il a vraiment toutes ses cartes en main, donc c'est important qu'il puisse s'en servir de la meilleure des manières pour qu'on puisse arriver à se sortir de cette domination. Auprès de la diaspora. Tout à fait. Kémy Séba, il faut qu'on essaie un peu de comprendre ses positions. Il s'inscrit dans cette dynamique panafricaniste. Donc ce que les Marcus Garvey ont prôné, les Dubois, les Thomas Sankara, les Lumumba, les Nkwame Nkrumah, etc. et tout, les Nyerere. Ça c'est sûr. Mais seulement lui, on constate quand même qu'il y a un peu cette fougue de la jeunesse. Vous comprenez? Et c'est ce qui le différencie un peu des autres. Il y a beaucoup de panafricanistes aujourd'hui. Il y a beaucoup de panafricanistes. Il n'y a pas eu Kémy Séba. Si vous allez sur YouTube, réseaux sociaux, etc. et tout, vous allez voir, ils sont nombreux. De partout. Mais chacun mène le combat selon sa perception et sa conception du panafricanisme. Il y a ceux qui se disent, écoutez, il faut être un peu soft, un peu plus de tact, un peu plus de stratégie. Bon, d'autres disent, écoutez, il faut de la fougue, il faut peut-être un peu de la rage. Et moi, je pense que Kémy Séba doit essayer de mettre un peu de l'eau dans son vin. Comprendre que la violence n'a jamais résolu les problèmes. Les problèmes peuvent être résolus avec beaucoup plus de stratégie, de tactique et tout. Je sais pourquoi j'insiste. Parce qu'aujourd'hui, vous allez remarquer que c'est important tout ce qu'il est en train de faire, parce que c'est un éveilleur de conscience. Et lorsqu'on éveille les consciences, on décolonise les mentalités. Et donc c'est un combat qui est tout à fait important. Et ça froisse un peu les autorités françaises. Mais moi je pense que la France a aussi une part de responsabilité. Pourquoi je le dis? C'est pas moi qui le dis, c'est le président Chirac. Chirac va dire dans l'une de ses sorties médiatiques, il dit exactement, je vais peut-être paraphraser ça avec mes mots, mais il dit qu'une bonne partie de l'argent qui se trouve dans le portefeuille des Français vient d'Afrique, et qu'il serait temps
que les dirigeants, sinon les autorités françaises, revoient un peu leur politique avec l'Afrique pour essayer un peu de restituer ce qui appartient aux Africains. Mais il le dit non pas parce qu'il avait pitié de l'Afrique, non, mais parce que c'était un visionnaire. Il savait très bien. C'est un descendant de Gaulle, hein, de Pompidou et tout le reste, Jacques Chirac. Donc c'était des visionnaires, c'est des gens qui avaient bien compris l'Afrique, comment l'Afrique doit fonctionner et comment la France-Afrique agit. C'est des gens qui essaient un peu de voir déjà l'Afrique dans les décennies à venir. Et ce qu'il avait dit n'était pas une déclaration anodine. Effectivement, ça avait tout son sens. Mais on voit très bien qu'aujourd'hui, la France ne devait rien savoir par rapport à ce que, par exemple, Chirac avait dit. Et aujourd'hui, je fais partie de ceux qui pensent que rien au monde pourra changer la France, la vie de changer sa politique envers l'Afrique. Ces pratiques vont continuer. Et je pense que plus ces pratiques-là vont continuer, et plus on aura des cas comme ça encore en France qui, de mon point de vue, pourraient effectivement susciter un peu des grandes révolutions même sur le territoire français. Alors juste pour réagir, moi je pense que Kémy Séba mène sa guerre avec les attributs de notre temps. Quand je parle des attributs de notre temps, qui ne peuvent pas être les mêmes que celui de Thomas Sankara, qui ne peuvent pas être les mêmes que Lumumba, etc., ou le Che Guevara, pour parler d'un autre continent, il fonctionne par exemple avec le buzz. Aujourd'hui, malheureusement, pour être visible sur Internet, pour faire la une des journaux, pour être partout, il faut juste faire le buzz. Pourquoi ? Parce que les gens ont tendance à ne pas ingérer une longue information. C'est la raison pour laquelle on ne fait pas des émissions de 10 heures ici, qu'on n'en fait qu'une heure. Pourquoi ? Parce que les gens n'ont pas le temps. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'informations les unes après les autres qu'il est très important que Kémy Séba, s'il veut maintenir son nom dans la presse, il doit faire des actions coup de poing. Il n'y a pas d'autre moyen. Donc brûler brûler un billet de franc CFA, brûler son passeport, ce sont des actions qui parlent et qui marquent. Et je suis sûr que dans 20 ans, on fera toujours référence à ces actions-là. On fera peut-être moins référence à son idéologie, parce que ça reste quelque chose de compliqué, qu'il faut comprendre, qu'il faut lire. Mais les actions qui ont été implémentées, une action comme brûler le franc CFA, ça c'est des actions qui vont marquer des générations et des générations. Donc je pense que son combat ne peut pas être mené autrement. Il n'a pas d'autre possibilité. D'une part, pourquoi ? Parce que je ne pense pas qu'il soit milliardaire. Donc, ce qui fait qu'il n'a pas le gaz nécessaire pour financer tous ses déplacements. Il a besoin de personnes qui vont le suivre. Et pour ça, il a besoin de personnes qui vont adhérer donc à son modèle de pensée et qui seront capables de le financer. Et donc, pour cela, il faut qu'il voit, effectivement, vous avez vu, ce jeune homme-là, il va à contre-courant de ce qui se fait. Nous allons le suivre parce qu'on sent en lui quelqu'un qui peut bouger les lignes. Et c'est de ça que la jeunesse a aussi besoin. Effectivement, nous avons aussi besoin de projets structurels. Mais je pense que le personnage de Kémy Séba et ce qu'il fait n'a pas réellement d'impact n'a pas réellement d'impact néfaste sur les politiques que les États peuvent entreprendre pour... et bien au contraire, il peut s'inscrire à l'intérieur, de programmes, il peut les vulgariser de par son aura. Donc il a vraiment une carte à jouer. Donc c'est très important qu'il puisse aussi se préserver, qu'on ne l'arrête pas, parce que je pense qu'il a un rôle prépondérant à jouer, même si je maintiens, ça reste quand même un personnage controversé. Yannick ? Oui, je dirais, je reviens au bon de ce qu'il a dit, parce qu'il a totalement raison sur le fait que l'arrestation n'a fait qu'augmenter sa visibilité en termes d'action coup de poing. Si on revient par exemple sur le président de Telegram, c'était quelqu'un qu'on ne connaissait pas avant qu'on l'arrête. Donc le fait qu'on l'ait arrêté a secoué le monde entier, tout le monde a demandé mais qui est-ce, d'où est-ce qu'il vit. Donc c'est lorsqu'on l'a arrêté qu'on l'a connu. Donc pour Kémy Séba c'est pareil. C'est l'arrestation que beaucoup de gens vont davantage demander mais qui est-ce qui soit arrêté alors qu'il n'est plus français. Parce que lorsqu'on a déchu quelqu'un de la nationalité, la moindre des choses, c'est qu'on s'intéresse de moins en moins à lui, quoi. Parce qu'en France, il est passé légalement. C'est-à-dire, lorsqu'on a un visa Schengen, on a le droit de venir en France, puisque la France est dans Schengen. Donc, ce côté, la France a un peu, peut-être, je ne sais pas, peut-être c'est une erreur stratégique ou bien tactique. Mais si on revient dans le fond, comme il a dit tout à l'heure, c'est qu'il faut voir, en fait, la France doit se remettre en question. Essayer de faire évoluer son modèle à l'aune de la modernité. C'est-à-dire aujourd'hui, en fait, ils ne veulent pas entendre ce que l'Afrique dit. Et Kémy Séba, quelque part, si son message passe, c'est parce qu'il est partagé par des millions d'Africains. Donc Kémy Séba, ce n'est pas juste une petite nébuleuse qui est née de la Russie hier, non. Kémy Séba existe bien avant la guerre en Ukraine. Bien sûr. Bien avant tout ce qu'on a, comme on appelle ça, Wagner, tout ça. Donc aujourd'hui, on ne pourra pas attribuer Kémy Séba à Wagner parce qu'il existait bien avant ça. Et il a toujours dit, avant que Kémy Séba ne commence à traiter avec la Russie, il traitait avec l'Iran. Il a été en Iran
pouvoir déjà avec le président Ahmadinejad, ça fait une bonne dizaine d'années. Il a été reçu par le président. Donc, Kémy Séba, c'est quelqu'un qui porte depuis plusieurs années. Je crois qu'au lieu de s'attaquer à sa personne, il faut plutôt essayer de prêter une oreille à ce qu'il dit, à ce qu'il porte comme idéologie et à ce qu'il représente aux yeux des millions d'Africains. Est-ce que cette idéologie, il a besoin de se rendre sur le territoire français? Je vous pose la question parce qu'on a eu beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux des internautes. Il y a 2 commentaires qui reviennent souvent. Je vais vous interroger dessus. Le premier, c'est sur le recul de la liberté d'expression en France qui pourrait être associé à cette arrestation. Et la seconde, j'ai les commentaires sous les yeux. Qu'est-ce que Kémy Séba faisait en France? Donc, on sait qu'il est venu voir... un proche, mais je pense que la question qui est aussi sous-entendue, c'est est-ce que Kémy Séba a toujours besoin de se rendre en France pour sensibiliser à son idéologie? Est-ce que lui qui a voulu ne plus être français, est-ce qu'il a toujours besoin d'entretenir ce lien-là avec la France, ou du moins la diaspora afrodescendante française? Je pense que non, parce qu'aujourd'hui, nous sommes en plein monde du numérique, du digital. Ça se trouve que pour galvaniser les foules ou encore pour être suivi en France, on n'a pas besoin forcément d'être résident en France. Pour preuve, il y a Nathalie Young, par exemple, qui a commencé ce combat-là il y a très longtemps. Elle est en Suisse. Mais les gens la suivent depuis la France, depuis les États-Unis, depuis l'Afrique, etc. et tout. Je crois que c'est maintenant qu'elle est même rentrée au Cameroun et tout ça. Mais malgré ça, il y a beaucoup de gens qui sont en France. Dès qu'elle essaie de commencer une conférence, mais c'est beaucoup de gens qui la suivent, qui sont résidents ici en France. Donc Kémy Séba, en réalité, n'a pas besoin forcément d'être basé en France pour mener à bien son combat de panafricaniste. Je pense qu'il est venu en France, effectivement, comme les raisons ont été évoquées, pour un cas de santé, je crois, d'un membre de sa famille. Et effectivement, il est venu aussi parce qu'il se disait, bon, étant donné qu'il a le passeport diplomatique du Niger et qu'il avait un visa d'Espagne, l'Espagne faisant partie du pays de l'espace Union européenne, il s'est dit, bon, on ne va pas me toucher. Vous voyez? Puisque la preuve, ce ne sont pas des Africains qui créent l'espace Union européenne. Le Schengen, ça n'a pas été créé par des Africains. Donc il s'est dit, bon, forcément, je vais circuler librement. Alors qu'il y a cette arrestation qui l'attendait. Donc je me dis que pour répondre à votre question, non, il n'a pas besoin d'être résident en France pour galvaniser les foules ou encore pour haranguer les foules, pour les motiver. Peu importe là où il peut se trouver, parce que nous sommes dans un monde de la science et la technologie, le digital. Oui, exactement. Donc les informations en fait qui étaient censées arriver en Afrique dans les années passées, qui pouvaient prendre par exemple 1 mois, 2 semaines, aujourd'hui il suffit juste en espace de 2 secondes. Les gens sont informés. Donc je me dis qu'il a un avantage qui est tout à fait technologique et il n'a pas besoin d'être résident en France pour pouvoir mener à bien son combat. Alors, moi, je pense personnellement qu'il doit se rendre en France. Pourquoi? Parce que l'essence de son combat a commencé ici. Et je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai dit qu'il y a un double sens dans ce combat. Il y a le combat des diasporas, qui en réalité se rejoint, un double sens qui se rejoint. Il y a les diasporas. Et il y a, même pas les diasporas, parce que les diasporas, ce sont les diasporas africaines. Il y a les Noirs qui sont nés en France, qui ont grandi en France, qui font peut-être partie de la diaspora guinéenne, mais qui sont en réalité français, qui sont nés ici. Voilà, qui sont afrodescendants, si on peut les appeler comme ça. Et c'est eux qui ont constitué la première base de son combat. Pourquoi? Parce qu'au final, ses revendications étaient d'abord franco-françaises, c'est-à-dire je suis un jeune émigré, je suis un jeune afrodescendant né en France. Je subis des discriminations et il a donc porté des collectifs. Il a lancé le cas dont on parle. J'ai oublié le mot d'avant. Mais le point de départ, c'est la France. C'est-à-dire que c'est la France qui a construit son idéologie, sa méthode, son mode de pensée. C'est-à-dire qu'il était d'abord anti-système en France. Il remettait en cause l'éducation nationale qui ne permet pas aux jeunes d'avoir des débouchés les mêmes que les Français de souche. Je mets entre guillemets le fait d'avoir des difficultés, d'avoir accès au travail. Le fait d'avoir des difficultés financières de manière générale est aussi discriminante. C'est d'abord son combat à la base. Et ensuite, maintenant, ce combat s'est exporté vers l'Afrique lorsqu'il a commencé à sentir que, il y a sans doute une ouverture. Mais maintenant qu'il y a eu cet éveil des consciences, est-ce qu'il a toujours besoin de revenir dans un pays? Pas du tout. Je pense qu'il a besoin de venir sur place, de venir aussi rencontrer sa base militante de départ, d'avoir des connexions avec eux, des discussions avec eux. Pourquoi pas? Ça ne pose pas de problème. Je ne vois pas de problème, moi, personnellement. Yannick? Non, en fait, moi, je pense que, il y a 2 choses. Il y a l'homme politique et il y a le civil. Si je prends, par exemple, le cas du Maroc, le Maroc a longtemps été en contact diplomatique avec la France, mais le roi du Maroc venait en France. Il venait dans le sud de la France.
il venait en visite privée. Donc, du coup, lui, on n'a pas dit, bon, comme il y a des tensions diplomatiques entre le Maroc et la France, vous n'allez pas venir. Donc, quelque part, Kémy Séba, en tant que citoyen, devrait pouvoir jouir de son passeport. Bon, maintenant, est-ce qu'il doit venir en France mener des activités politiques? Je pense que non. Parce qu'ayant été déchu de la nationalité française, il n'a plus fondement, il n'a plus la légitimité pour venir s'entretenir avec des jeunes Français. Parce que si on parle la chose inverse, moi je n'accepterais pas, par exemple, qu'un Français vienne au Cameroun ou en Guinée s'entretenir avec des jeunes de ces pays-là pour des sujets politiques. Donc oui, comme citoyen, il peut circuler, mais est-ce qu'il doit venir mener des activités politiques sur la France? Je pense que non, ce n'est pas indiqué parce que l'inverse, je ne l'accepterais pas. Donc, et je pense qu'il y a très peu de pays parce que si vous quittez la France pour aller aux États-Unis, vous entretenez politiquement avec des jeunes Américains, je pense qu'ils ne vont pas l'accepter. Pareil pour les Russes. Donc lui aussi, par conjecture, je pense que non, on n'accepterait pas en fait. Et justement, pour aller dans son sens, je pense qu'il n'a pas tout à fait tort. Effectivement, ici, il faut qu'on essaie un peu de dissocier la personne Kémy Séba, avant qui était activiste, panafricaniste, et aujourd'hui, il est conseiller d'un président. Donc, il devient maintenant un homme politique. Lorsqu'on est conseiller d'un président, on est homme politique. Ça, c'est comme ça. Il bénéficie d'un passeport diplomatique. Donc, il n'a plus besoin de venir en France chauffer les foules comme il le faisait autrefois. Le statut, et voilà, justement, c'est l'ingérence. Ouais. Le statut a totalement changé. Voilà pourquoi on rejette ça. On rejette ça. Maintenant, Kémy Séba, aujourd'hui, c'est que quoi? Son arrestation devrait beaucoup plus interpeller le peuple africain et les autorités africaines. C'est-à-dire, je vais l'inscrire dans une dimension continentale. Il faut que les Africains comprennent que c'est dû à notre fragilité et à notre faiblesse. Vous imaginez si Kémy Séba était un Américain, mais on ne pouvait pas le prendre comme ça comme on l'a pris. Parce que l'Amérique est une puissance. Si Kémy Séba était un Chinois, la Chine peut appeler. Illico Presson, on va le libérer. Donc c'est pour dire que nous avons le devoir. Nous avons vraiment, pas peut-être cette envie, mais nous avons le devoir d'aller au plus vite à la construction d'un État fédéral qui puisse porter haut les intérêts des Africains. Pourquoi je le dis? Parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est que tant qu'on va rester comme ça dans cette configuration des États-nations, on sera fragile. Aucun pays ne peut s'en tirer tout seul. Erreur. Il faut qu'on se mette ensemble. Et s'unir ensemble pour bâtir une grande puissance. Et lorsqu'on se met ensemble, on s'unit pour bâtir quelque chose, c'est aussi accepter de grandir ensemble. Et lorsqu'on accepte de grandir ensemble, c'est aussi accepter d'être puissant. Alors, moi je vais juste revenir à ce que monsieur Fournier a évoqué par rapport au fait que pour lui, un Américain ne devrait, par exemple un Camerounais ne devrait pas aller aux États-Unis pour s'entretenir politiquement avec des jeunes Américains, si je comprends bien. Alors, moi je pense que la nationalité, c'est quelque chose. C'est-à-dire c'est important. C'est notre attribut, c'est notre identité, ça fait partie de qui nous sommes. Mais on ne peut pas dissocier aussi l'homme de d'où il vient. C'est-à-dire que je prends un exemple. Parce que si je transpose ce que vous dites, par exemple, c'est-à-dire qu'un Camerounais qui vit en France et qui est français, pour vous, n'a aucune légitimité à aller au Cameroun entretenir des réunions avec des jeunes Camerounais autour des questions du Cameroun. Moi, je ne le pense pas. Je pense que Kémy Séba, même s'il n'est plus français, même s'il a été déchu de sa nationalité, son essence est française. Il est français, il faut le dire. Il est français de par son essence, de par ses combats sont nés parce qu'il était en France. Je ne suis pas sûr que si Kémy Séba était né au Bénin, avait grandi au Bénin, il aurait la même vision. C'est pour ça que je pense que c'est très important qu'on ne dissocie pas la nationalité. Bien sûr, on peut dissocier la nationalité, mais que la nationalité ne représente pas l'identité globale d'un être humain. Ce qui représente l'identité globale d'un être humain, c'est son vécu, en réalité. C'est ses combats, ce sont les difficultés rencontrées, et ces difficultés rencontrées, il les a rencontrées sous la bannière française. Ça, c'était d'un. De deux, maintenant, la personne de Kémy Séba, est une personne qui pourra, qui va mettre en place, qui peut mettre en place des projets, moi je l'ai dit, qui peut mettre en place des projets transversales, c'est-à-dire entre les diasporas, entre les gens sur le continent, et aussi même avec les personnes qui sont nées ici et qui ne se disent même pas de la diaspora, mais qui ont, c'est-à-dire la couleur, qui sont des afro-descendants. Donc en fait, il peut faire cette jonction-là entre tous. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas être associé simplement à une nationalité. Son combat transcende. Il ne peut pas aussi être associé à une fonction. Ce n'est pas parce qu'il est aujourd'hui le conseiller du président qu'il reste le conseiller du président. Son combat n'a pas commencé à ce moment-là. Son combat commence bien plus loin, bien avant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça a de l'écho. S'il était juste vu comme le conseiller du président, je pense qu'aujourd'hui son combat serait un combat futile et les gens se demanderaient mais il sort d'où? C'est parce que son combat
est né de blessures, des blessures que les jeunes afro-descendants vivent ici et qui les a transposées ensuite en Afrique. Les gens ont commencé à se rendre compte, mais au final, nous sommes tous pareils parce que vous savez, en temps normal, on a tendance à vouloir, pour terminer, on a tendance à vouloir dissocier parfois les diasporas, les combats des diasporas et les combats des personnes sur le continent, et ils ont tendance à se regarder en chaîne de faïence. Mais alors qu'au final, nous avons tous le même combat. Tous les afro-descendants, on a un combat commun qui est le combat de la souveraineté, partout où nous nous trouvons. En fait, je pense que Frédéric mélange deux phénomènes, c'est-à-dire la légitimité et la légalité. Est-ce que son combat est légitime auprès des jeunes Français? Peut-être oui, parce qu'il a grandi en France. Mais est-ce que c'est légal? Non, parce que la politique est un champ très encadré. Je vis en France, mais je n'ai pas droit au vote, parce que je ne suis pas citoyen français, je suis résident, mais pas citoyen. Donc, le champ politique est réservé essentiellement aux citoyens. On n'a pas de droit de vote en France, c'est-à-dire on n'a pas le droit de s'exprimer politiquement en France, on n'est pas citoyen. Et l'expression, c'est généralement pas le vote. Donc, une fois qu'on a cessé d'être français, s'immiscer dans le champ politique est une faute. Ça, c'est d'un. Et de deux, lorsqu'on est un diplomate étranger, c'est-à-dire qu'on est titulaire d'un passeport diplomatique étranger, aller dans le champ politique, c'est de l'ingérence. Récemment, on l'a reproché aux diplomates ukrainiens d'avoir soutenu des groupes politiques au Mali. Donc aujourd'hui, je prends la réciproque, c'est-à-dire la réciproque est aussi vraie. Donc autant que je ne vais pas accepter qu'un diplomate ukrainien aille intervenir dans les affaires internes du Mali, je ne vais pas aussi accepter qu'un diplomate nigérien vienne intervenir dans les affaires politiques de la France. Donc il y a ce sujet de légitimité et de légalité qu'il faut bien séparer. Oui. Est-ce que son meeting en France, c'est légitime? Oui, il a grandi ici, il partage beaucoup de choses avec les Français, mais est-ce que c'est légal? Non. Jonas Moulenda, en tant qu'acteur politique, comment est-ce que vous interprétez cette montée du rejet de la France? Est-ce que c'est l'opportunité justement pour les États africains de réorienter leurs alliances? Ça a déjà été le cas par exemple avec l'Alliance des États du Sahel. Est-ce que finalement tous ces rejets ponctuels, on a évoqué le cas du Tchad, du Sénégal, Niger, Burkina, est-ce que c'est l'occasion d'aller vers une voie commune? Oui, mais l'Afrique n'a jamais parlé d'une même voix, donc une voix commune, ce serait illusoire. En revanche, ce que je peux dire par rapport à ces rejets, c'est la résultante de la mauvaise politique de la France sur le continent africain. Parce que quand vous comparez, on parlait à l'entame de l'autre émission, on parlait du Ghana, mais quand vous voyez le développement des pays anglo-saxons par rapport aux pays francophones, il n'y a pas commune mesure. Et même les valeurs de la démocratie, avec la France, c'est à géométrie variable. Prenez le cas du Tchad. Je vous ai dit, le président Macron est allé soutenir un putschiste, alors que les coups d'État sont condamnés. Il soutient Oligui Nguema du Gabon, qui a fait aussi un coup d'État, alors qu'il dit que la France œuvre pour l'instauration de la démocratie, la préservation de la démocratie à travers le monde. Il soutient les putschistes. Ça, c'est pas pour arranger. Et puis, c'est la même France qui choisit les dirigeants au mépris de la volonté populaire. Et un facteur très important, c'est aussi la misère. Non seulement les contrats qui ont été établis dans les années 60 au sortir de l'indépendance profitent à la France, les pays producteurs de ces richesses-là ne tirent pas le moindre profit, enfin, du moins c'est la population. Donc ça ne peut pas... le sentiment anti-français est né avant même ce mouvement de souverainisme. Ce sentiment-là est là depuis, alimenté par la misère qui sévit, sans oublier aussi les connaissances acquises par la nouvelle génération, notamment l'assassinat de certains leaders politiques qui étaient des espoirs pour le continent. Mais la France a joué un grand rôle là-dedans. Vous prenez le cas de Thomas Sankara. On sait que c'est Mitterrand, à l'époque, la France de Mitterrand. Il y a eu d'autres leaders qui ont été éliminés. Donc ça, lorsque les jeunes découvrent ces vérités qui étaient cachées, aujourd'hui avec Internet, les gens ont accès facilement à l'information, donc ça révolte. Et je crois que la France paye le salaire de son étourderie. Moi, je pense que, en fait, ce sentiment contre la politique française, surtout ça s'est très développé avec le mouvement des activistes. Avec aussi les mouvements des activistes contre, par exemple, le franc CFA, les études aussi, en fait, de certains intellectuels de haut renommée pour pouvoir, en fait, reformer cette monnaie. La politique française aussi, qui n'a pas été parfaite. Moi, je trouve que c'est un peu...
c'est dommage dans le sens où l'Hexagone avait tout pour pouvoir changer de paradigme. La diaspora africaine, c'est 4 millions de personnes. C'est des compétences, c'est des personnes qui sont intégrées en France. Donc, ils avaient, je dirais que l'Hexagone avait tout pour comprendre l'Africain. Pour pouvoir comprendre l'Africain, et surtout, la solution était claire. Il fallait laisser l'Africain être maîtresse de son destin, tout simplement. Aujourd'hui, il y a des symboles qui entachent malheureusement l'image de la France, comme les bases militaires. Il y a maintenant un mouvement de souveraineté, non seulement au niveau de la population, mais maintenant au niveau des décideurs qui se met en marche. Donc, c'est dommage. D'un point de vue économique, je pense que c'est important. Lorsque les différents accords ont été passés entre la France et les anciennes colonies, il y a toujours cette asymétrie. C'est-à-dire que la France est toujours... Vous savez, on a eu des dettes de l'endettement avec la France, où la France peut exploiter, s'est mis dans des positions, elle peut exploiter des puits de pétrole sur 200 ans. Il y a beaucoup d'accords comme ça qui ont été passés et qui n'ont jamais été passés dans l'intérêt, en réalité, de ces colonies. La France est venue se servir, mais n'a jamais permis à ces colonies-là de se développer. Comment on peut expliquer que nous avons un partenariat économique avec une puissance depuis plusieurs décennies et que nos États soient toujours comme ils sont aujourd'hui, c'est-à-dire dans un état de délabrement perpétuel où il n'y a pas en réalité le trickle-down, comme disent les Américains, c'est-à-dire que l'économie se diffuse au sein de la population, alors que vous avez un partenaire économique puissant comme la France, qui aurait normalement pu et dû mettre en place des politiques pour développer les infrastructures. Vous allez dans les pays africains, les pays d'Afrique centrale, mais ils sont dans un état de délabrement terrible. Je ne dis pas que tout est imputable à la France. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il n'est pas normal que vous ayez un partenaire économique, politique, tout ce que vous voulez, qui soit toujours dans une démarche où, en fait, on vient prendre et on ne rend rien. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'image de la France est écornée. On a parlé tout à l'heure du fait que la France, en réalité, comme je le redis, cristallise tous les maux de la jeunesse africaine. Non pas qu'elle soit la seule responsable, mais parce qu'elle est le bon bouc émissaire. Elle est le visible. Elle est visible de par ses bases militaires. Elle est visible du fait que ces entreprises soient chez nous. Ces entreprises soient chez nous. On sait, les gens savent maintenant que, par exemple, il y a des ports où la France avait la même mise depuis des décennies, c'est en train de changer. Mais en tout cas, il y a les questions économiques qui reviennent au cœur, en réalité, du développement de l'Afrique. Et la France se retrouve dans une situation où elle sera balayée par le temps. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas voulu remettre en réalité en cause sa vision de l'Afrique et aussi essayer de mettre en place des partenariats gagnant-gagnant. Vous le disiez en début d'émission, cette volonté de se réapproprier sa souveraineté, Jonas, elle n'était pas forcément liée à la volonté de se tourner vers d'autres partenaires. Et pourtant, le retrait de la France, ça va forcément redessiner un petit peu les équilibres géopolitiques. Est-ce que le Tchad ne va pas devenir peut-être le nouveau terrain de conquête de la Chine, de la Russie ? C'est possible. Moi, je m'en tiens au discours du président Mohamed lorsqu'il a accordé l'interview à vos confrères de RFI. Il avait dit le Tchad n'est pas là pour chercher un nouveau maître. C'est ce qu'il avait dit. C'est ce qu'il avait dit. Maintenant, les hommes politiques, c'est un militaire qui a tronqué sa tenue pour... Est-ce que les deux sont incompatibles, cette volonté de redéfinir sa souveraineté et le fait de se tourner vers d'autres partenaires? Il peut se tourner vers d'autres partenaires, mais pas pour un partenariat militaire. Si c'est pour un partenariat militaire, on n'est pas sorti de l'auberge. Parce qu'on ne fouille pas la pluie pour se réfugier dans la rivière, madame. Donc, ce que je sais, c'est que le Tchad, c'est un grand pays, c'est une grande armée. Elle n'a pas besoin de ça. Elle a besoin d'un partenariat peut-être pour des équipements, mais pas pour avoir une base militaire au Tchad. Puisque les raisons qui étaient avancées, c'était pour contrer l'évolution du djihadisme dans le Sahel, mais on n'a rien vu, que ce soit au Mali, que ce soit au Niger. On n'a pas vu l'efficacité de l'armée française sur le terrain. Pour anticiper sur certains événements majeurs comme le coup d'État, pourtant il y a eu un coup d'État au Niger, il y a eu un coup d'État au Gabon, il y a eu au Burkina Faso. Donc, mais l'armée française qui est présente dans ces zones-là, et même les services de renseignement, parce que n'oubliez pas, en ce qui concerne le Gabon, la DGC, le bureau Afrique centrale, c'est au Gabon. Mais comment on n'a pas anticipé? Vous savez, aujourd'hui, la France ne doit s'en prendre qu'à elle-même. Il y a eu beaucoup de signaux,
il y a des clignotants qui sont allumés sur son chemin, lui prévenant que même le bonheur le plus parfait peut connaître des altérations. Et là, le bonheur avec l'Afrique a connu cet abîme, mais j'ai peur qu'il n'y ait pas un point de retour. Parce que c'est vrai qu'au Tchad, à la différence du Sénégal, le Sénégal a juste annoncé. Il n'est pas encore passé dans l'application. Bon, j'espère que le Tchad va franchir, que le Sénégal va franchir le Rubicon pour que ça serve un peu d'exemple. Je crois qu'il faut, comme je l'ai dit, découpler la relation, le partenariat militaire avec le partenariat économique. On peut avoir des échanges économiques sans pourtant cette présence militaire qui témoigne d'une volonté paternaliste afin de contrôler, sinon du néocolonialisme. Ça continue. À quoi sommes-nous libérés si on a toujours des bases militaires? La formation, on a des officiers qui sont formés à Saint-Cyr et autres. Donc, quelle est la formation qui se passe sur le terrain? Rien. Et puis, quelle est la valeur sur le plan économique? Les militaires français, je vous assure, tous leurs produits alimentaires viennent de la France. Ils n'achètent même rien sur le continent africain. Après l'arrestation de Kémy Séba et le statut de la francophonie qui ont fait couler beaucoup d'encre sur le plateau, nos invités ont débattu de la fin des accords entre le Tchad et la France, symbole de la rupture de la politique française sur le continent africain. Regardez. Bon, on l'évoquait à l'instant, Jacques Monombo, la déclaration de Louise Mushikiwabo, la secrétaire générale de la francophonie, qui disait « La francophonie est une chance pour le continent africain ». Je pense que vous n'êtes pas du même avis. Ouais, justement, en fait, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt la déclaration de la secrétaire générale de la francophonie, effectivement, lorsqu'elle avance des arguments comme quoi que c'est une chance pour l'Afrique. En fait, de mon point de vue, je me dis que c'est une aberration. C'est pas tout à fait vrai. Pourquoi ? En fait, il faut savoir dissocier. Si on parle de la langue française, de mon point de vue, c'est une très belle langue, comme je l'ai fait remarquer, que la langue française est une langue qui a beaucoup d'élégance avec ses poésies, avec ses vers. Et d'ailleurs, la France, autrement, était appelée pays de lumière. Pourquoi? Parce que nous avons connu des grands intellectuels comme les Denis Diderot, les Blaise Pascal, les Montesquieu, les Jean-Jacques Rousseau, ils étaient nombreux. Donc voilà, on peut en citer. Donc du point de vue langue, il n'y a pas de souci. En fait, les Africains ne peuvent pas tourner le dos, mais de manière un peu systématique avec la langue française. La preuve, aujourd'hui, si nous sommes en train de tourner l'émission, nous sommes en train de débattre, mais nous sommes en train d'utiliser la langue française. Donc c'est quand même un avantage du point de vue culturel. Mais nous ne devons pas aussi non plus oublier nos langues à nous. Si on prend par exemple le cas du Mali, vous allez remarquer que le Mali et le Sénégal, déjà pour le Sénégal, 90% de la population parle Wolof. Même dans les institutions. Au Parlement, ça parle Wolof, même dans les bureaux, etc. et tout. Vous comprenez? Et si vous prenez aussi le Mali, mais on va dire que la langue la plus importante, c'est le Bambara. Voilà, donc on voit très bien que nous avons aussi nos langues à nous, mais qui peuvent aussi nous servir de socle pour pouvoir nous projeter afin de construire une puissance linguistique, économique et même politique, sinon même scientifique. D'ailleurs, Cheikh Anta Diop avait dit dans l'un de ses ouvrages, c'est que la langue qui pourrait effectivement unifier toute l'Afrique, c'est le Swahili. Et aujourd'hui, il y a même des scientifiques qui disent aussi peut-être le lingala et tout. Mais c'est vrai, lui, il avait mis l'accent sur le Swahili. Donc on voit très bien que ce n'est pas les langues qui manquent en Afrique. Mais ce qu'on reproche à la francophonie, c'est quoi? C'est que la francophonie, aujourd'hui, s'est détachée de son objectif premier qui était celui de promouvoir la langue française et sa culture. Aujourd'hui, ça parle maintenant, ça traite des problèmes politiques. La preuve, si vous regardez l'émission principale... Le soft power a évolué Exactement, vers un autre... exactement. C'est ce qui démange un peu les Africains. C'est qu'aujourd'hui, on va vous dire que la francophonie est là pour maintenir la paix, pour la démocratie, pour les droits de l'homme. Mais si réellement c'était pour les droits de l'homme, je ne pense pas qu'il devait y avoir la guerre, par exemple, à Gaza. La France n'aurait pas peut-être soutenu le Premier ministre israélien. Si c'était pour les droits de l'homme, il n'y aurait pas aussi eu à avoir la guerre, par exemple, à l'Est, le RDC, un peu partout dans le monde. Donc on voit très bien qu'ils disent une chose et son contraire. Mais il n'y a pas que ça. Mais aujourd'hui, c'est que les Africains devaient comprendre que c'est un outil de colonialité. C'est à nous de constituer notre force. Ça fait 54 ans, la chose existe. On n'a pas résolu les problèmes de l'Afrique. Donc c'est aux Africains de comprendre, de savoir ce qui est bon pour eux. La preuve, aujourd'hui vous avez le Commonwealth par exemple. D'ailleurs le président Paul Kagame en 2008, il a failli claquer la porte à la francophonie. Pourquoi? Parce qu'il estimait que la politique de la francophonie ne lui plaisait pas. Ça n'allait pas en phase avec sa politique à lui en interne. Donc ça se trouve qu'il allait se diriger vers le Commonwealth. Et sans plus tarder, on l'a convaincu, on lui a fait des yeux doux, arrivé même au point de nommer l'ex-ministre des Affaires étrangères du Rwanda comme secrétaire de la francophonie, la dame dont on venait de faire mention. Donc on voit très bien que c'est une question de vouloir apprivoiser
amadouer un peu les Africains pour essayer un peu de rester. Mais dans le fond, c'est une structure, c'est une organisation qui n'a pas de contenu politique et qui n'a pas d'avenir politique pour l'Afrique. Frédéric Tchoungui, est-ce que la francophonie, c'est un frein aujourd'hui à la souveraineté des États africains? Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que les organisations internationales ne peuvent pas être des freins à notre souveraineté parce que ce ne sont que des instruments. Le plus important, c'est comment on s'en sert pour pouvoir arriver à notre développement. Moi, personnellement, je pense que la francophonie peut être une chance pour l'Afrique francophone. Pourquoi? Parce que ça permet d'une certaine manière de nous unifier. Je l'ai mentionné un petit peu avant. C'est-à-dire que la langue française qui est parlée dans nos États nous permet de nous comprendre. Et ça, c'est très important. Maintenant, il y a eu mention donc sur ce plateau de mes co-débatteurs par rapport au fait qu'on pourrait peut-être penser à une autre langue qui pourrait unifier l'Afrique de manière générale, ou unifier l'Afrique francophone. Mais pour l'instant, on n'en est pas encore là. C'est-à-dire que nous avons vraiment des dialectes vraiment différents. Et le fait de pouvoir parler français nous permet de facilement échanger. Par exemple, vous allez dans la zone CEMAC, même si effectivement chaque pays a plus ou moins ses dialectes, plus ou moins forts, par exemple comme au Congo le Lingala, dans d'autres, au Sénégal le Wolof. Bon, ça c'est pas ça ne concerne pas la CEMAC, c'est la CEDEAO. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les échanges économiques, les échanges sociaux se font en français. C'est-à-dire que lorsque un Camerounais veut traverser la frontière pour aller au Tchad, il ne va pas parler le tchadien, il va parler le français, pardon. Donc ce que je veux dire par là, c'est que je pense que c'est une chance. Maintenant, dans l'état actuel des choses, par rapport à la création en 1970 jusqu'à nos jours, non, ce n'est pas une chance. Dans le sens où, malheureusement, l'OIF ne s'est pas repensé. L'OIF est venu avec les mêmes préceptes néocoloniaux d'antan, c'est-à-dire qu'on va réunir une pléthore de chefs d'État qui vont venir à Paris ou bien dans d'autres pays, parce que je sais que l'édition à Paris ne s'est pas fait depuis 30 ans, il me semble. Donc, aller dans des pays, avoir une représentation, une représentation diplomatique, ça, je pense que ça ne sert à rien. Parce qu'effectivement, il faut des professionnels de la langue française telle qu'elle a été adaptée dans nos pays pour pouvoir aussi modifier, par exemple, ce qui se fait ici en France, de manière générale. C'est-à-dire que nos spécificités, la façon dont on utilise cette langue, peut aussi apporter de la richesse à la langue française qui est utilisée ici en France, tant qu'on ne parle que du principe de la langue. Maintenant, si on parle des échanges économiques, on élargit un peu aux échanges économiques, l'OIF doit se positionner comme étant non pas un donneur de leçons ou une entité qui va venir modifier la vie politique, parce que la vie politique est liée à la vie économique en réalité, non pas venir la modifier, mais apporter un plus, apporter une solution, apporter une direction par exemple, mais une co-direction avec les États africains dans leur souveraineté. Donc je pense que donc pour répondre à votre question concrètement, non, elle n'entache pas notre souveraineté, mais elle peut nous aider à mieux la façonner en y intégrant le français qui est déjà une langue parlée sur notre continent. Moi, je m'oppose farouchement à lui lorsqu'il dit que c'est une organisation qui n'entache pas notre souveraineté et que ça pourrait nous aider. Mais c'est faux. On fait le bilan. Mais c'est aussi simple que ça. Il faut être factuel. Lorsqu'on veut tenir un peu des résumés et tout le reste. L'État, dans la configuration mais bien sûr, il faut être factuel. Il faut aller sur les faits. Parce que l'Africain ne doit pas toujours se poser en victime résignée. Non, c'est pas une position victimaire. Acte de notre exactement, justement. Voilà pourquoi je dis. Et propriété de exactement, justement. Voilà pourquoi moi je préconise, il faut en sortir. Il faut en sortir parce que si on fait le bilan, parce que si vous regardez par exemple, depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, on voit très bien que le bilan est négatif. Et lorsque le bilan est négatif, il faut en sortir et repenser autre chose. Il ne faut pas attendre que c'est la francophonie qui va peut-être donner un coup de main pour que nous puissions nous évoluer, nous puissions peut-être créer notre puissance ou comment non. La puissance africaine sera créée par des Africains eux-mêmes. Je suis tout à fait d'accord avec lui. On doit changer, on doit essayer un peu de changer de paradigme, de ne plus être dans cette position victimaire, mais comprendre que c'est à nous de construire notre force. Donc, lorsque monsieur évoque des arguments comme quoi que la francophonie pourrait nous aider, je me dis que c'est une illusion. Je pense que c'est nous qui prenons mal la chose. Tout à l'heure, je disais que le fait que nos présidents se déplacent pour ça, c'est de l'exagération. Justement. Un président africain n'a pas à se déplacer à Paris pour ça. Exactement. Maintenant, est-ce que la francophonie a des bons objectifs? Oui, la coopération scientifique, la France est beaucoup plus avancée que nous, donc on peut échanger de façon concrète sur des sujets importants. Récemment, on a vu le satellite du Sénégal lancé, c'était en coopération justement, KD7, c'était en coopération avec l'Université de Toulouse. Donc, on peut multiplier des projets comme ça. On a des choses à tirer de la France.
Mais c'est à nous d'être plus sérieux, en fait. On peut pas, un président africain ne peut pas, comme on dit vulgairement au pays, prendre ses pieds pour venir à Paris assister à la francophonie. Ça, c'est exagéré. Ça, c'est de l'ordre du Premier ministre, du ministre des Relations extérieures, du ministre de l'Enseignement supérieur. Donc ça, on doit décentraliser cela au niveau correspondant. Parce que c'est une chose. La chose la plus importante dans une langue, c'est ce que je peux appeler le corpus intellectuel. C'est-à-dire, lorsque vous faites un parcours scolaire, lorsque vous obtenez un master, lorsque vous obtenez un PhD, un doctorat, vous êtes appelé à faire une revue littéraire de tout votre sujet, c'est-à-dire de tout ce qui ont déjà écrit sur le sujet. Et en général, on va le plus vers les contenus dans la langue qu'on maîtrise le mieux, et en l'occurrence le français. Donc, un Africain qui étudie sera beaucoup plus amené à étudier des écrivains français. Donc, ce qui fait que même sa pensée est modélée par ce qu'il étudie, puisqu'il s'en sert comme référence. Donc, dans la durée, il y a ce point-là, justement, qu'il faut peut-être revoir. Mais c'est à nous, en fait. La France, elle est dans son rôle de pouvoir promouvoir sa langue, dans son rôle de pouvoir se constituer en pays de puissance. Mais ce n'est pas à elle de dire, bon, ne venez plus à mon sommet. Donc, elle organise sa chose. Justement, laissez-moi juste réagir. Parce que je pense que réagir rapidement pour pouvoir poursuivre après le débat. On vous écoute, Frédéric Tchoungé. Juste pour revenir à ce que M. Mounoubo a évoqué. En fait, je pense qu'on s'est compris, en réalité. On s'est compris dans le sens où, moi, ce que j'ai évoqué le fait qu'il est important qu'il y ait un co-leadership au niveau de la francophonie et pas uniquement le leadership français. Certes, vous prenez le fait que nous devions complètement sortir. Moi, je ne pense pas, parce que je pense que c'est vraiment, et je vais le marteler, c'est très important de le dire, je pense que c'est un outil intéressant. De par d'abord la langue dont nous parlons avec eux, et comme vous l'avez évoqué, c'est-à-dire nous étudions dans cette langue, nous vivons dans cette langue. Nous avons été, depuis que nous sommes nés, nous sommes bercés par cette langue-là. Et les intellectuels, et les livres qu'on lit, et la pensée que nous développons est basée sur cette langue-là. Donc, on ne peut pas se dire qu'on sort totalement de la francophonie, parce que la francophonie, en réalité, l'organisation représente, c'est-à-dire le français représente la francophonie représente le français. Maintenant, il faut la réorienter de telle manière à ce qu'il n'y ait plus d'ingérence politique de la francophonie, ne pas totalement tout jeter à la poubelle, mais plus regarder, ok, qu'est-ce qui est intéressant dans la francophonie, quels sont les attributs qu'on peut conserver, et dans ce sens-là, maintenant, partir dans vers une nouvelle direction qui va nous permettre un développement commun. Et comme vous l'avez évoqué, je pense que juste pour terminer, je termine tout juste, comme vous l'avez évoqué par rapport à le lancement de la fusée, nous avons utilisé l'intellect de l'université de Toulouse pour pouvoir, les Sénégalais en tout cas, pour pouvoir lancer cela. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas tout à jeter, il y a juste une réorientation importante à faire. C'est la fin de ce 4e best-of, on se retrouve très vite pour le prochain numéro. Vox Africa. The Voice Afrique francophone saison 5, édition spéciale Côte d'Ivoire, les backstage des épreuves en live. Ils étaient des dizaines de talents au début de l'aventure. Et à l'issue des épreuves en direct des quarts de finale, demi-finale et finale, Vova de la team Mix Premier a soulevé le grand V de la victoire. C'est la confirmation totale. Tous les classements sont confondus. Merci. Sur Vox Africa et sur YouTube, plongez avec nous dans les coulisses de la soirée des quarts de finale sous le grand dôme du parc des expositions d'Abidjan. Le Seigneur a été fidèle à la vision qu'il nous a donnée. À ne pas rater toutes les émotions palpitantes de la préparation des talents, l'attitude des coachs, la pression des équipes de la production, la touchante aventure humaine derrière le plus grand show musical télévisé panafricain. C'est parti. Vox Africa.